Excellent. Bonsoir tout le monde. Désolé pour ce léger retard. Je vous souhaite la bienvenue pour ce troisième, si je me trompe, troisième webinaire de la journée. Aujourd'hui, ce webinaire, de voir un petit peu, ça sera une forme d'un petit atelier. Vous serez peut-être, vous cherchez une œil. Moi, je me présente, je suis Rossel Hassan Gautar, je suis de la commission formation du CDD. Et comme vous le savez très bien, depuis le confinement, le CDD s'est donné comme ambition, comme objectif d'accompagner cette période de confinement à travers un ensemble de webinaires pour renforcer les compétences, pour On te perd. Désolé, j'ai un souci sur Internet. Ma connexion elle est un petit peu très instable. Je vais essayer de la modifier. Bon, sans trop tarder, aujourd'hui, nous avons avec nous Riyad Mansaleh. Riyad Mansaleh est le directeur du cabinet Education Educ for Action. Il est business coach, il est certifié business coach, il est certifié Engage and Grow, accompagnement des chefs d'entreprise. Et Riyad Mansaleh, il a une longue expérience sur le terrain, puisqu'il il était directeur chez HP. Il a pris en charge plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Et en chemin faisant, il était le directeur général de HP Algérie, avant de prendre aussi la responsabilité je dirais de la business unit, ce qu'on appelle dans le temps Enterprise Group, pour l'Afrique francophone. Aujourd'hui, il nous accompagne pour un module qu'on considère important pour nous, chefs d'entreprise. C'est un module sur la planification. Si vous avez suivi avec nous les différents webinaires, les différentes sessions, vous aurez compris l'importance de définir les objectifs, de planifier ces objectifs, l'importance de documenter ces objectifs-là. De toute façon, tous les différents participants, les différents intervenants, à travers toutes les sessions, ils ont insisté sur l'importance des objectifs. Aujourd'hui, avec Riyad, il va nous présenter une approche pragmatique, une approche pratique, pour faire simple, comment mettre en place ce développement, cette programmation-là des objectifs. Sans trop tarder, je donne la main et je donne le micro à Riyad Mansaleh. Riyad. Merci, Kautar. Tu peux désactiver le partage chez toi, nous donner la capacité de partager. Voilà. S'il te plaît. Ouais, ça marche. Bonsoir tout le monde. Bon, je sais que c'est vendredi, fin de semaine, il est 20h.
Je ne sais pas si vous avez suivi les autres webinars, mais on va essayer de le faire un peu, de vous faire participer qu'il soit plus ou moins interactif, je dirais. Comme ça, je vous garde éveillé et que vous puissiez suivre avec moi et Kautar, parce que j'aurai l'aide de Kautar aussi, hein, durant cet atelier. Mais avant de commencer l'atelier, j'aimerais vous poser une question et à la question que je poserai, je pense qu'avec l'outil, vous pouvez lever la main pour qu'on sache combien de personnes le font, combien font suite à ma question. Ma question est simple. Qui d'entre vous, chaque semaine, soit en fin de semaine ou en début de semaine, se prend une feuille et un stylo ou sur son PC, peu importe l'outil que vous utilisez, note les actions qu'il doit faire pour la semaine. Il doit appeler telle personne, il doit régler tel problème, que ce soit personnel ou professionnel, mais qu'il mette un plan des tâches qu'il a à mener pendant la semaine. Mais vraiment des gens qui sont organisés, qui le font chaque semaine. J'en ai 3. Parfait. 3 sur 17, c'est déjà... On peut faire mieux. Maintenant, ceux qui le font, mais pas de manière systématique et régulière, peut-être 1-2 fois par mois au maximum. J'en ai un peu plus. Oh, beaucoup plus. Très bien. Et quels sont qui ne le font jamais? Oh, j'en ai 5. Très bien. Très bien. Donc, juste pour vous montrer que l'importance on va en parler. Donc, déjà, je vous remercie d'être là. Je remercie CDD pour l'organisation de tous ces événements, de ces webinars qui sont très riches en connaissances et de partage surtout de connaissances. Alors, l'objectif, comme vous voyez dans le titre, c'est comment préparer son plan de croissance. Donc, je vais vous présenter l'objectif qui est le suivant. C'est vraiment de partager avec vous un outil simple pour répondre efficacement aux défis que vous devriez surmonter le ou les trimestres à venir en établissant des plans d'action à partir d'objectifs SMART. Donc, bon, je pense que tout le monde et vous l'avez entendu 1 milliard de fois que si un objectif n'est pas SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, il n'a peu de chances de se réaliser. Donc, l'idée, je pense qu'il existe beaucoup d'outils, etc. Mais avec Action Coach, on a développé un outil basé sur notre modèle d'une entreprise que je vais vous montrer un peu plus tard. Donc, il va vous permettre simplement on va vous poser des questions assez simples et en fonction des questions, se dire, ah, si, ça, je le fais, ça, je ne le fais pas. Et ce que je ne le fais pas peuvent devenir un objectif prioritaire pour vous. Donc, voilà un peu après, on verra l'agenda. Heureusement qu'on a beaucoup Google aujourd'hui, je me suis dit, j'ai essayé de chercher un proverbe qui parle de l'écriture, de fait de prendre des notes, et j'ai trouvé celui-là, un proverbe éthiopien, qui dit « Ce qui est écrit engage, mais on oublie ce qui est en parole ». Et c'est la vérité. J'ai l'occasion souvent de discuter avec des chefs d'entreprise ou même des managers, des salariés. Plein de gens ont des idées en tête. Ouais, je vais faire ça, j'ai tel objectif, je vais réaliser ça. Mais le fait de ne pas l'écrire, ça ne les engage pas. Ça reste que des rêves, que des idées qui traversent l'esprit. Et la force de l'écriture, la puissance de l'écriture vous oblige à aller dans le détail de la chose. Quand on décide de faire quelque chose, on se dit, OK, c'est ça mon objectif. Et bien, quand on va commencer à réfléchir au plan d'action, et bien notre cerveau va commencer à compiler et à se dire, OK, il va me manquer ça, il me faut telle info, etc. Pareil pour notre vie personnelle. Si on décide d'aller en vacances, et ben, pareil. Si on reste dire, ouais, cet été, j'aimerais bien aller en Espagne, j'aimerais bien aller en Thaïlande, et si on ne se met pas au travail d'aller faire la recherche d'informations, de se dire qu'est-ce que j'ai besoin, etc., ça va rester que des paroles. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à mettre ce proverbe que je trouve très engageant aussi.
Donc, avant de passer à l'atelier en lui-même, j'aimerais vous présenter ce qu'on appelle l'échelle de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on entend parler de l'échelle de l'entrepreneuriat? Donc, l'échelle de l'entrepreneuriat, pardon, j'ai le visage ici, j'enlève, voilà. Alors, tout d'abord, quand on termine nos études, la plupart des gens se posent la question, quand on pose la question à un nouveau licencié ou master ou ingénieur, peu importe, ou médecin, peu importe son métier, la majorité des gens disent, OK, ce que je vais faire, je vais aller travailler chez quelqu'un pour gagner de l'expérience et ensuite je me lancerai dans l'entrepreneuriat. Très peu de personnes se lancent directement après leur qualification, leur diplôme, se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc un employé gagne de l'argent par son travail, mais aussi, il ne gagne pas seulement de l'argent de travail, mais il apprend. Il gagne de l'argent tout en apprenant. Il se spécialise. Il devient encore beaucoup plus compétent dans la matière dont il est diplômé. D'accord? Parce que notre système éducatif nous forme, c'est comme des silos. On nous forme dans telle chose, mais on n'a pas une formation qui va englober la gestion d'une entreprise. Et dès qu'on décide de passer à la création d'une entreprise, au départ, dans notre première jeunesse, on gagne de l'argent pour soi-même parce qu'on travaille à son compte, mais on continue aussi à apprendre parce qu'on découvre, si je n'ai pas de background financier, ben je commence à découvrir l'importance de la gestion financière. Je commence à comprendre comment je découvre les ressources humaines, recruter, gérer les gens, etc. Donc, on apprend encore, on est toujours en mode apprentissage. Ensuite vient une étape qu'on appelle manager, où là, on va gagner de l'argent en gérant une équipe, en gérant du personnel. Et là aussi, c'est aussi une période d'apprentissage parce qu'on apprend on apprend à déléguer, on apprend à donner des objectifs, on apprend plein de choses quand on devient manager. On arrive à la quatrième étape où on devient propriétaire ou business owner, comme on dit. On gagne de l'argent grâce aux bénéfices qu'on réalise. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut considérer que vous avez vraiment réussi et créé votre entreprise, qu'elle fonctionne, d'accord, qu'elle est opérationnelle parce que vous avez développé financièrement, vous avez un beau chiffre d'affaires, vous avez du personnel qui sait ce qu'il fait. Donc, on peut dire qu'à cette étape, vous gagnez de l'argent grâce à vos bénéfices. Après vient la prochaine étape qu'on appelle l'investisseur. Alors, l'investisseur, c'est grâce à ses bénéfices, il va les investir, il a un retour sur investissement. D'accord? Mais ce n'est que à la dernière étape qu'on peut se considérer comme un entrepreneur. Vous le savez parfaitement, aux États-Unis, quand ils parlent de quelqu'un, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée une entreprise, une fois qu'elle fonctionne super bien, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle a une bonne renommée, qu'elle a fait son nom et qu'elle gagne beaucoup d'argent, ils la vendent, d'accord? Bon, on peut être entrepreneur, revendre à chaque fois le bien qu'on a, l'entreprise qu'on a créée, mais aussi on peut rester entrepreneur si on prend l'investisseur, par exemple, un investisseur va acheter de l'immobilier qu'il va louer ou quoi, il a un retour sur investissement. Par contre, un entrepreneur, non, lui, il va construire des appartements pour les revendre. L'un, il achète des choses pour faire de l'argent, et tandis que quand on est entrepreneur, on vend ce qu'on a créé. Donc, pourquoi je parle de tout ça, de cette échelle entrepreneur? Parce qu'à partir de là, on peut réfléchir à ce que c'est, qu'est-ce serait la définition d'une entreprise. Alors, comment on définit une entreprise chez Action Coach? On la définit qu'une entreprise est une activité commerciale, donc qui achète et qui vend et qui fabrique, que ce soit des services ou des produits. Donc, c'est une activité commerciale, mais qui doit être, par contre, rentable, donc qui doit être profitable, qui gagne de l'argent, qui fait des bénéfices et qui fonctionne.
qu'est-ce qu'on sous-entend par fonctionner? C'est-à-dire qu'elle est opérationnelle, qu'elle s'engage sur ses délais de livraison, qu'elle répond, tout ce que l'on veut autour d'une entreprise qui fonctionne correctement et convenablement. Mais le Graal ultime, c'est qu'elle puisse fonctionner, qu'elle soit rentable sans la présence continuelle de son manager, de son directeur, de son créateur. C'est ça la vision de la définition d'une entreprise. Et la vision d'Action Coach, c'est que d'un entrepreneur, c'est d'arriver à créer un modèle de business qui puisse fonctionner sans être tout le temps présent, qui puisse vous laisser du temps pour pouvoir aller investir, devenir investisseur et entrepreneur. À partir de l'échelle de l'entrepreneur et la vision de l'entreprise. Je suis désolé quand je vois des choses bouger sur l'écran, ça me perturbe un peu. Je ne sais pas, Kautal, peut-être qu'il y a des questions, mais il est préférable peut-être de les laisser à la fin. Bien sûr, de toute façon, moi, je ne vois pas de questions. Il y a des mains levées depuis tout à l'heure qui n'ont pas. Ben voilà, donc il n'y a pas d'activité particulière. Très bien. S'il y a quoi que ce soit qu'il faut que Je je te fais signe. m'interrompe ou quoi. OK, super. Donc, je disais, à partir de l'échelle de l'entrepreneur et la définition d'une entreprise, Action Coach a développé un modèle qu'on appelle le modèle des 6 étapes, que je vous montre maintenant à l'écran. Donc, ces 6 étapes partent du bas vers le haut, de la maîtrise, en passant par la niche, l'effet de levier, l'équipe, synergie, résultat. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire la maîtrise. La maîtrise, c'est vraiment les fondements d'une entreprise, la base. C'est comme quand on construit un immeuble, les fondations d'un immeuble, si les fondations ne sont pas là, ils risquent de s'écrouler s'ils ne sont pas correctement faits. Pareil, dans l'entreprise, il y a des domaines qu'on doit vraiment maîtriser pour la stabilité de l'entreprise. Je reviendrai un peu plus tard sur les domaines de la maîtrise. Ensuite, on passe à une seconde étape qui est la niche. La niche, c'est toute la partie marketing et commerciale. La plupart, beaucoup d'entreprises, pas la plupart, mais beaucoup d'entreprises, pour se positionner sur un marché, se battent sur les prix. Alors que nous, dans l'approche qu'on a, c'est à ce moment-là, dans la niche, il faut développer tout ce qui est sales and marketing et commercial pour pouvoir générer de la profitabilité. Et qu'est-ce qu'on fera avec cette profitabilité? On va l'investir dans les effets de levier. Pour nous, qui est l'effet de levier, c'est la partie que vous avez lue dans la définition qui fonctionne dans les systèmes. En fait, il faut systématiser les opérations qui sont redondantes, qui reviennent tout le temps. Et ce n'est qu'à la 4e étape où on va vraiment s'investir sur l'équipe, c'est-à-dire à la construction d'une équipe. Et enfin, je veux dire, quand on dit construction d'une équipe, ce n'est pas, bien sûr, dans les étapes d'avant, on a recruté du monde, forcément, on ne peut pas tout faire tout seul. Mais l'équipe, c'est là où on va construire une équipe qui va me permettre que cette entreprise fonctionne sans la présence du directeur. Et en fait, après, vous avez synergie, résultat. Je vais vous l'expliquer aussi juste un peu plus tard. Donc, pour revenir à la maîtrise, c'est la fin du chaos qui va nous ramener vers la stabilité. Beaucoup de chefs d'entreprise, quand on leur dit mais est-ce que tu as le temps de respirer? Je te vois tout le temps au bureau, sortir, venir, travailler, même s'ils ont déjà 5-6 ans d'existence, ils disent non, très peu de temps. Et peut-être que c'est parce que la maîtrise n'a pas été bien faite, ces éléments de la maîtrise qu'on va voir un peu plus tard n'ont pas été vraiment mis en place correctement, qu'ils se retrouvent tout le temps encore à être, comme au premier jour, à être toujours devoir être présent au bureau, ne jamais pouvoir prendre ne serait-ce que 3 jours de vacances. Donc, une fois que la stabilité est acquise, à ce moment-là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où il faut développer la partie rentabilité, gagner de l'argent, avoir de la trésorerie pour pouvoir investir dans des systèmes. Pourquoi dans des systèmes? Parce qu'on le sait que 80% des opérations qu'on effectue dans une entreprise reviennent tout le temps, sont tout le temps les mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut, je m'excuse,
qu'il faut systématiser à 80% et humaniser à 20%. D'accord? Donc, mais si il est impossible de… Et après, la quatrième, donc l'efficacité des systèmes de… Si je prends un exemple tout simple, hein, au début, quand on crée son entreprise, les premières factures, on les fait sur un tableau Excel ou un tableau Word. Mais si l'activité augmente, etc., vous ne pouvez pas continuer sur ce genre de système. Il faut forcément acquérir un logiciel de facturation. Donc, le fait de systématiser, on systématise bien sûr par des systèmes informatiques, mais pas seulement. Il y a d'autres modes, tout dépend de l'activité que l'on fait. Mais il faut trouver une manière de systématiser ou investir dans des machines beaucoup plus… qui vont vous faire gagner du temps. Et donc, l'idée vraiment derrière, c'est de pouvoir gagner du temps et de l'investir à d'autres tâches et développer de nouvelles activités. Et c'est là qu'une fois qu'on a la maîtrise qui est vraiment en place, que la niche, qu'on gagne vraiment de l'argent, que la partie commerciale fonctionne très bien et qu'on a systématisé, c'est qu'à ce moment-là où on va investir vraiment dans la construction de l'équipe. Construction de l'équipe veut dire quoi? Veut dire comment les développer, comment mesurer leur performance, connaître les règles du jeu de l'entreprise, d'avoir une vision sur de connaître leur rôle et responsabilités détaillées, connaissent leur plan d'avenir, etc. Tout ce qui touche à la construction d'une équipe pour qu'il soit performante. Et une fois qu'on a réuni ces quatre étapes, c'est à ce moment-là, on peut dire que le modèle que vous avez créé fonctionne et que vous n'avez pas besoin d'être tout le temps ici et que vous pouvez carrément sous-traiter en recrutant un directeur général qui va gérer pour vous l'entreprise et à vous, en tant que chef d'entreprise, d'aller à l'étape supérieure sur la synergie. Comme j'ai dit tout à l'heure, la synergie, si vous avez créé un modèle, vous pouvez le franchiser, le dupliquer, ouvrir dans d'autres régions du pays ou à l'étranger. Et les résultats, c'est toute la partie investissement, investisseurs et entrepreneurs. Est-ce que je suis dans… Je pense que je suis dans les temps. Donc, dans la synergie, vous avez une machine Bouin-Bullé qui est donc le modèle que vous avez créé fonctionne sans vous. Donc si vous voyez, donc là, si je reprends avec ma souris, la définition de l'entreprise, c'est une activité commerciale, donc il y a la maîtrise, qui est profitable, c'est la niche, qui fonctionne, c'est l'efficacité des systèmes, sans vous, c'est l'équipe. Alors, maintenant, je vais parler du déroulement de l'atelier. Je voudrais préciser quelque chose avant que l'on démarre. En règle générale, c'est un atelier que souvent les participants sont soit des gérants d'entreprise ou des chefs d'entreprise ou des managers. Mais rien n'empêche que tout le monde peut y participer. On n'est pas même un contributeur individuel, un employé peut aussi participer à cet atelier. Un deuxième point concernant cet atelier, vous avez vu les 6 étapes. Donc, si vous voulez, à chacune des étapes, on a environ 3 à 4 exercices que l'on mène par étape. Donc, vous pouvez dire qu'on en a plus de 20 exercices. Comme aujourd'hui, nous n'avons que 2 heures devant nous, je n'ai sélectionné que 2 exercices qu'on va faire ensemble, d'accord? Parce que sinon, généralement, c'est une journée complète, cet atelier. On le fait en une journée et on le fait à chaque trimestre. Donc, on a des clients qui reviennent à chaque trimestre participer. Tout dépend de la maturité de l'entreprise parce que les objectifs d'une personne qui vient de créer son entreprise ne sont pas les mêmes qu'une personne qui a déjà il a une entreprise depuis 3-4 ans. Les objectifs ne sont pas les mêmes. Donc, tout dépend du niveau de maturité de l'entreprise. On va faire l'exercice sur une des 6 étapes que je vous ai montrées. Alors, comment il va se passer? Tout d'abord, on va commencer par
un regard dans le rétroviseur. Il est toujours important, où est-ce qu'on veut aller, il est toujours important de regarder en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, de regarder dans le présent où on en est aujourd'hui et comment je vois l'avenir. C'est ça qui va être votre fil conducteur de tous nouveaux objectifs. Donc, il est important, on se prendra quelques minutes, vous verrez la question, pour faire un regard dans le rétroviseur. Après, je vous poserai une question sur quels sont les défis prioritaires, parce que chacun d'entre nous, chaque entreprise a plusieurs challenges, plusieurs défis à mener, mais il faut savoir mettre la priorité. Quel est le plus urgent par là? Vous connaissez dans la gestion du temps la notion d'important et d'urgent. Donc, les trucs prioritaires, qu'est-ce qui sont à la fois urgents et importants pour vous? Alors, les deux questionnaires que nous avons sélectionnés, un portera sur la partie finance. Je pense qu'aujourd'hui, suite à ce Covid, beaucoup d'entreprises ont eu de surprises sur leur gestion financière. Donc, on va voir quelques questions là-dessus. Donc, on va parler sur la finance et un sur l'activité commerciale. Je pense que ça peut être les deux sujets qui peuvent intéresser toute l'audience ici aujourd'hui présente. Et une fois qu'on a répondu aux deux questionnaires, il faudra les reporter sur un genre de tableau de bord que je vous montrerai, qui va vous permettre de faire le suivi de votre plan d'action. Donc, l'objectif est plan d'action. Donc, c'est pour ça qu'en bas en rouge, vous voyez équipez-vous de quoi noter, donc, parce que les prochaines questions qui arrivent, pour prendre juste comme ça 1 ou 2 minutes. Voilà, j'ai mis, prenez 3 minutes pour y répondre. Donc, la première question porte sur le regard dans le rétroviseur. Quels sont les 3 challenges ou difficultés qu'il a fallu surmonter les 6 derniers mois de 2019? En règle générale, on le fait sur le trimestre précédent, mais je pense que avec cette histoire de ce qu'on vit aujourd'hui avec le Covid et le confinement, ça n'aurait pas été judicieux de vous poser la question quels ont été vos challenges et difficultés durant ces 3 derniers mois. Donc, c'est pour ça que je vous propose d'avoir une réflexion sur les 6 derniers mois de l'année 2019. Donc, je vous invite à prendre 2-3 minutes et prenez note chacun individuellement de vos challenges que vous avez rencontrés durant les 6 derniers mois et on continue. C'est dur ce moment de silence. Kautar, aurais-tu un message à passer? Pardon, oui, Riyad, tu disais? Aurais-tu un message à passer? Est-ce que j'ai un message à passer? Oui, pour ces 2 minutes de silence. Bah, écoutez, moi, je pense qu'il est important qu'on laisse les participants réfléchir. J'étais en train de chercher une petite musique là, si on peut, je ne sais pas si ça peut passer via Zoom. Peut-être on ne va pas attendre les 3 minutes parce que 3 minutes, Ouais. c'est un petit peu lent. Et ça peut rejoindre la prochaine question qui est de voir plus dans le futur. Donc, les challenges. Quels sont vos 3 challenges prioritaires d'ici la fin de l'année 2020? Là aussi, on a voulu vous donner que vous ayez une visibilité sur les 6 prochains mois parce que, bon, on sait que tous les challenges après le déconfinement, que même j'ai cru entendre aujourd'hui qu'on risque de rempiler pour une dizaine de jours. Donc, voilà.
Donc, on vous donne encore 2 petites minutes pour réfléchir à vos 3 challenges prioritaires d'ici la fin de l'année. Il y a une personne qui a levé la main. Je ne sais pas, moi, utiliser tout cet outil. Quand est-ce que je dois faire? Et oui, on va lui donner la parole alors. Il est là, oui. C'est Admin Agenda. Oui, bonsoir Atmen. Vous souhaitez intervenir? Atmen, vous souhaitez intervenir? Vous avez le micro. Ah oui, voilà. Allô? Vous m'entendez là? Oui, oui, parfaitement, oui. Oui, on vous entend, oui. Non, ça va très bien. C'est juste que je voulais cliquer sur commentaire pour mettre les 3, disons, challenges des 6 derniers mois de l'année 2019. Donc, c'était juste un petit loupé. Désolé. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Merci. Donc, je pense qu'on peut reprendre. Il y a Awatef qui a partagé avec nous. C'est trouver de nouveaux créneaux d'activité, restructurer les ressources humaines, reconversion. Voilà ce il a partagé cet exercice avec nous. D'accord. OK. Ben, merci du partage. Merci, on remercie pour le partage. Donc, on va reprendre notre atelier. Donc, j'espère que vous avez pris note de vos challenges et passés et à venir. Mon écran. Est-ce que tu souhaites prendre, il y a Mohamed Baddi qui a levé la main. Tu souhaites qu'on le prenne maintenant ou qu'on attende jusqu'à la fin? Je pense que c'est préférable qu'on laisse toutes les questions à la fin. Parce D'accord. que sinon, Il y a pas de j'ai souci. prévu assez de temps pour les questions. J'ai prévu assez de temps. D'accord? OK. Je pense que c'est préférable. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que l'exercice n'a pas été trop dur pour vous. Donc, comme je disais tout à l'heure, sur le déroulement de cet atelier, on a choisi un thème sur la maîtrise et un thème sur la niche. Donc ici, vous voyez, bon, vous vous souvenez que la maîtrise, c'est la première étape. Il faut passer du chaos au contrôle, ce qui nous ramène la stabilité. Alors, dans la maîtrise, il existe 4 domaines. Un, dont je vous ai dit tout à l'heure, ce sera la finance. On verra un peu dans le slide d'après, trop dans le détail, mais quand on parle de finance, c'est maîtriser comment l'argent rentre et sort dans l'entreprise, quels sont mes coûts, quelles sont mes marges, quels sont mes coûts fixes, mes coûts variables, mon plan de trésorerie, quelle trésorerie j'ai. Tous ces éléments-là sont importants à les maîtriser. La destination. La destination, c'est le pourquoi. Je pense que vous avez dû entendre par plein de consultants et de personnes qui sont passés présentés durant ces 3 mois de confinement avec le CDD. Ils ont souvent parlé de la vision. La vision, c'est en fait la destination. Pourquoi vous avez créé cette entreprise? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez ramener, laisser en partage, laisser en héritage en créant cette entreprise? C'est ce domaine-là qui est très, très important. Et je pense que vous l'avez entendu plusieurs fois, qu'il faut développer sa vision si on veut réussir dans la vie et la suivre. Et la vision, c'est elle aussi, c'est en fonction de cette vision qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment, que ce soit sur des décisions de recrutement, que ce soit sur des décisions d'investissement, que ce soit sur des décisions d'investissement marketing, quelles que soient les décisions que vous allez prendre au cours de votre développement de votre entreprise, c'est cette vision que vous aurez dans la tête. Les gens qui ne réussissent pas, c'est qu'ils ont perdu cette foi, cette motivation, ils ont perdu cette croyance en leur vision.
D'accord? Donc ça, c'est un deuxième domaine, donc la destination et la finance. Un troisième domaine qui est le temps. Peut-être pour certains, ça va paraître, oui, le temps, mais si à nouveau, on ne parle pas de temps, comment je gère juste mon temps, c'est sûr, c'est important, la gestion du temps personnel de chacun, euh, du responsable d'entreprise, mais comment le temps est géré dans l'entreprise. Que fait chacun de mes employés? Sur les 8 heures de travail, est-ce qu'il vraiment rentabilise? Est-ce qu'il y a du temps supplémentaire qu'il pourrait faire, que je pourrais l'assigner à d'autres tâches? Donc, cette gestion du temps est importante. La délégation, la notion d'important et d'urgent, tous ces paramètres sont importants à vraiment maîtriser. Et enfin, le quatrième domaine, c'est les opérations qui sont hyper importantes parce que c'est ça qui donnera votre crédibilité. Si vous vous engagez à aller faire des opérations marketing et vous engagez à livrer ou à communiquer autour de ce que vous pouvez commercialiser et que derrière, vos opérations ne suivent pas, eh ben, ou bien la facilité d'achat, tous ces genres de trucs, si vous ne les maîtrisez pas, ben ça peut avoir un impact très, très négatif sur votre entreprise. Donc, c'est ça qu'on appelle la maîtrise, c'est ces 4 domaines, les opérations, la finance, la vision, la destination, le pourquoi j'ai créé cette entreprise et la gestion du temps. Donc, dans la maîtrise de la finance, je suis désolé. Ah, ça arrive. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le… Ah, voilà. Donc, quand on parle de maîtrise de finances, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la prévision budgétaire. On parle de la maîtrise de son chiffre d'affaires, de ses marges, de ses coûts, qu'ils soient fixes ou variables, de la gestion de sa trésorerie, de la planification de la trésorerie, des tableaux de bord, comment mettre ces tableaux de bord, quels sont les indicateurs de performance qui vont me montrer que je suis sur la bonne voie, le seuil de rentabilité, ou ça s'appelle aussi le point mort, ou le besoin de fonds de roulement, le BFR. Donc, tous ces éléments-là font partie de la maîtrise de la finance. Alors, je pense que là, maintenant, j'ai parlé de cette maîtrise. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que Kautar va partager avec vous un questionnaire auquel on va vous demander de répondre directement en ligne. D'accord? Et Kautar aussi va expliquer chacun des… Il y a, je crois, 5 ou 6 questions. Ce n'est pas très grand. Voilà, je viens de lancer. Très bien. J'espère que vous arrivez à voir correctement. Il y a 6 petites questions. La première, je connais ma marge moyenne sur chaque vente. Voilà, excusez-moi, il y a une petite erreur là sur moyenne. Voilà, est-ce que oui, je l'estime, je ne la connais pas, mais je suis estimé. Non, je ne la maîtrise pas. Deuxième question, je connais le volume des ventes que je dois faire par jour, par semaine, par mois, pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc, il y a ici 2 questions en fait. Est-ce que je connais mon seuil de rentabilité et est-ce que je connais le volume des ventes nécessaires pour atteindre mon seuil de rentabilité? Encore une fois, 3 possibilités. Oui, je le connais, je le maîtrise. Estimer, c'est une estimation. J'ai une idée, mais je ne le maîtrise pas très bien. Non, je ne le maîtrise pas, je ne le connais pas. Est-ce que j'arrive à suivre un état de trésorerie de façon prévisionnelle sur au moins 2 semaines? Ça veut dire un trimestre. C'est un standard, c'est un must. Vraiment, c'est que j'ai des standards en place et je fais en sorte que toutes mes équipes, toute l'équipe suivent ça. Souvent, je le fais souvent, ou peut-être d'une façon, bon, parfois, j'ai une idée. Quatrième question, je maintiens un jour un rapport de résultats prévisionnels mensuel. Oui. Cinquième question, je planifie le niveau de bénéfice. Niveau de bénéfice, ça veut dire que est-ce que je fais des analyses prévisionnelles, je me projette au niveau bénéfice prévisionnel.
j'ai mon seuil de rentabilité, je calcule quel est le bénéfice que je veux atteindre, que je veux réaliser dans les 3 mois. Sixième, je travaille sur plus de stratégies pour augmenter ma marge brute. J'identifie par exemple sur chaque période de temps, mensuelle, trimestrielle, et j'identifie les stratégies que je mets en place. Chaque fin du mois, je passe en revue les indicateurs de tendance. C'est clair, j'imagine, comme tous les autres d'ailleurs. Je dispose d'un plan marketing avec un budget défini. Bon, j'ai un plan marketing, on n'a pas défini la période, que ce soit mensuelle ou trimestrielle. Bon, je sais que sur une année, c'est beaucoup. C'est pas évident de faire une analyse annuelle. Mais est-ce qu'on en a? Est-ce qu'on en fait? Alors, on a 3 réponses sur 21. Là, il nous reste 4 sur 21. Alors, où sont les 15 autres personnes? Ils digèrent les questions. Donc, ils vont… Là, on a un taux de réponse de 20%, Ça augmente, 28%, ça augmente, ça ça augmente. augmente, voilà, 30%. Alors, on est à 30, voilà, 38, 40%, 8 personnes, 8, 9 sur 21. Alors, 5 petites secondes et on arrête le sondage. 2, Ah, 3, attends, attends. Non, laisse non, encore un peu. laisse Tu fais encore. mal. Ouais, 30 secondes de plus. Tu veux pas que je fasse la pression, non? 30 secondes, j'ai dit. Voilà, ça Ouais, du coup, s'accélère. il y a eu 2 autres personnes. On est à plus de 7 ans. Qui arrive en courant, n'est-ce pas? Mhm. 60%. Je pense que… Ouais, C'est bon? ouais, je pense que c'est bon. Oui, on a une Et je idée. mets fin et je partage les résultats. Voilà. Le premier constat, c'est que la majorité, pour la majorité qui ont répondu, tous les chiffres, tous les paramètres sont estimés. Ouais. Voilà. Donc, l'idée pour les gens qui ont répondu, par exemple, non, je connais la marge moyenne sur chaque vente. Si je reprends la troisième question, j'édite un état de trésorerie prévisionnel sur au moins 12 semaines, donc 3 mois. Qu'est-ce que je vois de très, très grand? Je planifie le niveau de mes bénéfices et je dispose d'objectifs de bénéfices bien sûr par jour, par semaine, par mois, tout dépend de l'activité. Hein. Si vous avez un restaurant, c'est sûr que ce serait par jour, mais tout dépend de l'activité que vous avez. Est-ce que ça serait une vérification journalière ou par semaine, par mois? Donc, on vous invite, quand vous êtes sûr, vous le faites, oui, c'est oui, eh ben, c'est très bien, vous maîtrisez, etc. Par contre, pour les autres questions que vous avez répondu non ou parfois honnêtement, il faut vous poser la question que c'est important de maîtriser ces éléments de votre finance. Et si vous prenez 2 minutes, essayez de vous rappeler où vous avez dit non, si vous voulez. Ou même pas, si vous n'avez même pas besoin de vous rappeler parce que vous allez revoir les questions un peu plus loin. Mais l'idée, c'est que vos futurs objectifs, c'est là où vous ne vous sentez pas bon. Vous ne le réalisez pas ou vous ne le maîtrisez pas, ou bien vous le faites de temps en temps. Donc, c'est ça l'objectif de ce questionnaire, c'est de vous sensibiliser à des
des éléments de la finance qui sont importants pour votre entreprise. Très bien, Kautar. On passe au prochain slide. Je peux fermer à mon niveau, c'est ça? Oui, absolument, oui. Je peux faire ma Ah, d'accord. Très bien. OK. Donc, quand on est en présentiel, si vous voulez, on le présente sous cette forme. C'est les mêmes questions que vous avez vues, qu'on a partagées par le quiz sur Zoom. Donc, on le présente sous cette forme-là. Et donc, les participants ont une case où ils disent oui, non, soit ils maîtrisent, soit ils ne maîtrisent pas. Parce que si on dit de temps en temps ou à peu près, pas très bien, on peut considérer que c'est non. Et on demande après de sélectionner, si vous voyez en rouge, de sélectionner dans le tableau ci-dessus les actions à mener qui vous semblent être les plus importantes. Pas plus de 3. Parce que gérer plusieurs objectifs dans un même trimestre, c'est énorme. Donc, ce qui fait, il peut arriver que sur les 8 questions, vous en avez 4 ou 5 où ont une importance pour vous et que vous devez travailler dessus. Donc, après la colonne prochaine, c'est qu'on a appelé priorité, de se dire, OK, pour moi, parmi les 4 où j'ai répondu non, laquelle est priorité 1 ou 2 ou 3, tout dépend de votre activité et comment vous le percevez, de l'importance, l'impact que ça peut avoir dans votre entreprise. Après, nous avons rajouté trimestre 3 et 4, ce qui correspond aux 2 derniers trimestres de cette année. On va dire, bon, par exemple, si c'est j'édite un état de trésorerie prévisionnelle sur 12 semaines, si je ne le fais pas, je vais le mettre en 3e trimestre. On le sait tous, je pense que vous l'avez entendu, les sociétés qui ont eu le plus de problèmes pendant cette période de Covid, c'était les entreprises qui n'avaient pas prévu, qui n'ont pas un plan de trésorerie, de cash, de disponibilité de trésorerie sur les 3 prochains mois. Donc, il faut toujours avoir cette visibilité. Est-ce que ma trésorerie pourra couvrir mes charges fixes et variables pour les 3 prochains mois? D'accord? Donc, c'est important d'avoir un état de trésorerie sur 12 semaines. Parce que si vous pensez ne pas l'avoir, donc ça va vous obliger de mettre un plan d'action en place et d'aller faire du recouvrement ou de vendre autre chose à très court terme, etc. D'accord? Donc, voilà un peu l'idée de ce tableau et comment mettre des priorités et sur quel trimestre travailler. Donc, vous vous souvenez, au tout début, j'avais parlé qu'on allait prendre 2 exercices, un sur la maîtrise, donc on a choisi la finance et on a vu les 4 domaines de la finance, les 4 domaines de la maîtrise, dont un, c'était la finance, l'un, la destination, le 3e, la gestion du temps, le temps, et le 4e, les opérations. Et quand je vous avais présenté les 6 étapes vers des résultats massifs, je vous indique tout d'abord, la première priorité à faire, c'était de stabiliser, de sortir du chaos, donc de maîtriser. Donc, l'idée, c'est de maîtriser ces 4 domaines. Et c'est qu'à ce moment-là, qu'on passe à une étape suivante, qui est d'aller développer tout ce qui est vente et marketing. D'accord? Donc, développer le marketing, comment se positionner. Donc, pour revenir à la niche, nous avons aussi 4 domaines. On traite 4 domaines. Un premier domaine, notre différence. Alors, ça veut dire quoi, notre différence? Notre différence, peut-être que vous l'avez entendu par d'autres consultants qui vous ont présenté, mais c'est ce qu'on appelle la fameuse proposition unique de valeur ou proposition unique de vente. C'est qu'est-ce que je fais, comment je fais et comment je communique pour me différencier vis-à-vis de mes concurrents. Parce que je ne veux pas me battre sur les prix. Les prix, qui se bat sur les prix, c'est réduction de marge. Qui dit réduction de marge, à long terme, c'est la mort assurée. D'accord? Donc, comment je peux travailler sur ça, sur cette partie-là? Qu'est-ce que je dois développer? Comment je dois communiquer
pour me différencier par rapport à mes concurrents. Parce que dans tout domaine d'activité, nous avons des concurrents. Ici en bas, nous avons les 5 leviers de croissance que je vais détailler un peu plus tard, mais quels sont les leviers qui vont me permettre d'avoir plus de clients, d'augmenter mon chiffre d'affaires, d'augmenter mes bénéfices, etc. Quels sont ces leviers sur lesquels je peux jouer pour accélérer la croissance de mon entreprise? Le marketing, ce sont toutes les initiatives marketing en fonction des différents leviers. À chacun des leviers, il y a, par exemple, si je prends un des leviers qui pourrait être la notoriété, si aujourd'hui on se réfère au digital marketing, quand vous faites des communications sur Facebook ou sur LinkedIn, de temps en temps, vous faites des communications purement sur la renommée de l'entreprise, pour vous faire connaître, mais vous n'allez pas vendre des produits. Donc, c'est des initiatives marketing et des messages complètement différents que quand vous voulez mettre en avant un produit, expliquer à quel besoin il peut répondre, etc. Donc, chez Action Coach, on a listé plus de 370 initiatives marketing et pour les 5 leviers de croissance. Et enfin, dans toute initiative que vous faites en marketing ou de développer un levier de croissance, il faut toujours tester et mesurer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si je fais du marketing, que j'investis 10 000 dirhams et que j'ai eu 10 clients, c'est que ça veut dire que chacun de ces clients m'a coûté 1000 dirhams. Donc, combien après ces 10 clients m'ont acheté? Je veux voir si j'ai un retour sur investissement ou non. Chaque campagne marketing que vous faites, chaque initiative que vous mettez en place, il faut voir si elle marche ou elle ne marche pas. Si elle marche, eh bien, il faut la dupliquer ou même l'augmenter. Si elle ne marche pas, c'est qu'il faut l'oublier, ce n'était pas la bonne ou l'améliorer ou je ne sais pas. Mais beaucoup d'entreprises mettent énormément d'argent dans des campagnes marketing, que ce soit billboard, que ce soit flyer, que ce soit Facebook, tout ce que l'on veut, mais lesquelles sont rentables parmi celles-là, eh ben, il faut mettre en place des procédures de mesure et de tests. Donc, je pense que oui, là maintenant, c'est… Ah oui, donc je disais que je devais parler des 5 leviers de la croissance. Quand on parle des 5 leviers de la croissance, c'est bizarre, à chaque fois que j'arrive sur ce slide-là, ça bloque un peu, je suis désolé. Vous devez être patient avec moi. Qui se fiche. Ah, ça vient. OK. Donc, parmi les 5 leviers, bien sûr, c'est connu, c'est la prospection. Hein. Il faut faire plus de prospection si on veut avoir des clients. Mais cette prospection va nous avoir des prospects. Et donc, il faut mettre en place des initiatives marketing pour faire de la prospection, pour trouver de nouveaux prospects. Et bien sûr, mettre d'autres initiatives et d'autres idées pour pouvoir transformer ces prospects en clients. Bien sûr, il faut connaître ces chiffres de combien chaque vente, quelle est la valeur moyenne d'achat par transaction, c'est-à-dire combien chaque client, sur 100 clients, quelle est la moyenne par client, combien de fois tous ces clients viennent acheter, est-ce que c'est une fois, 2 fois, donc le nombre de transactions, ça c'est pour développer toute la partie fidélisation. Et bien sûr, la marge bénéficiaire, c'est un des 5 éléments, des 5 leviers, ce qui vont vous permettre d'améliorer votre chiffre d'affaires et vos bénéfices. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail en vous faisant la présentation parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais à simple titre indicatif, une entreprise qui, admettons, aujourd'hui fait, je ne sais pas moi, 10 millions de dirhams, si vous augmentez
si le nombre de vos prospects, vous les augmentez de 10%, votre taux de transformation, vous l'augmentez aussi de 10%, la valeur moyenne d'achat de 10%, le nombre de transactions de 10% et la marge, on l'augmente de 10%. À la fin, ça vous donne une croissance du chiffre d'affaires de 46% et une marge de 61%. Il est clair qu'on ne peut pas toujours augmenter tout de 10%, mais il y a certains éléments parmi ces 5 qu'on peut augmenter de 20, 30, d'autres seulement de 2, 3. Mais peu importe, chacun de ces éléments, si vous faites les bonnes actions qu'il faut, vont en avoir un impact sur votre chiffre d'affaires et vos bénéfices. Donc, pour le moment, je finis cette partie-là de la partie niche. Je vais laisser à nouveau Kautor partager avec vous le questionnaire en ligne. Et je vous invite à y répondre. Et cette fois-ci, speedy, un peu plus rapide que la fois d'avant. On veut voir plus de… Combien on a eu avant, Kautor, 60%? C'est ça, c'était 60%. Là, on va en voir 80 ou 90. Voilà, je viens de lancer. Il y a Très 7 bien. ou 6 questions. Elles sont directes. Je vous laisse le temps d'y réfléchir. La première question. Oui, voilà, vas-y, Kautor. Voilà, la première, c'est j'ai identifié mon marché cible et j'adopte des stratégies marketing adaptées. Oui, marché identifié, stratégie ajustée. Oui, le marché est volatile. Donc, j'éprouve une certaine difficulté à m'adapter, à m'ajuster. Oui, mais je n'ai pas le résultat désiré. Ça veut dire j'ai identifié le marché, j'ai des stratégies, mais quelque part, je n'ai pas les bons résultats. Deuxième question, l'équipe utilise des scripts et des méthodes de vente documentées. Oui ou pas, c'est très simple. Est-ce que mon équipe commerciale dispose de scripts ou pas? Quand je dis script, ça ne veut pas dire machine, des machines qui répètent ce qui est écrit, mais de toute façon, le process commercial est bien adapté, bien documenté. Troisième point, notre équipe de vente suit des formations régulières, que ce soit technique ou commerciale, ou soft skills. De toute façon, ça veut dire qu'il y a une attention à porter sur l'équipe commerciale, l'équipe d'une façon générale, pardon. Quatrième point, mon équipe de vente établit des prévisions de vente. Je les responsabilise, ils sont plus ou moins autonomes, ils font les prévisions de vente pour lesquelles ils doivent rendre des comptes, oui ou pas, dans quelle mesure. Voilà. J'ai une base de données clients, prospects, je les contacte au moins une fois tous les 3 mois. Ça veut dire je mets en place, j'ai mis en place une stratégie de fidélisation de mes clients. Sixième question, je réalise une classification de mes clients de manière à identifier les clients de classe A, B, C et D. Donc, tout simplement, A, ce sont les meilleurs. Ce sont vos clients idéaux qui paient bien, qui paient à temps, qui apprécient votre service. Les clients D, c'est les pires des clients, qui ne paient pas bien, qui ne paient pas à temps, qui négocient tout le temps et en plus, qui ne sont jamais contents, qui vous font perdre du temps. Septième question, j'ai identifié des stratégies, j'ai écrit des procédures pour faire évoluer mes clients sur l'échelle de fidélité. Donc, j'ai identifié, j'ai classifié mes clients et aujourd'hui, j'ai mis une stratégie pour faire évoluer ces clients-là. Alors, on est à 37%, 9 sur 24, 10 sur 24. Allez, un petit peu de courage. 35%. Tu veux… Dans Riyad? Oui, laisse encore un peu, laisse 30 secondes. Bon. Les gens ont besoin de réfléchir à chacune des questions. On est à 50%. Ah non, on ne va pas faire moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, tu es à 61. Il faut qu'on fasse mieux, n'est-ce pas, Riyad? Exactement, toujours. La croissance. La croissance. Alors, on est à 56%. Allez, encore 2-3 personnes et c'est bon. 2-3 autres personnes.
يا قصة لازم بخا لازم هذا السلاح يسير Alors, il y a des personnes qui ont كدو ouvert تشوي leur... درقال Il est en Les mute. amis, Micro. s'il vous plaît. Tu peux pas les Ah, mettre voilà. en mute. C'est Slimani, il avait le micro ouvert. Oh là là, 58%, c'est pas sympa. Il reste plus que. Bon, je pense que c'est bon, Kautar, il n'y aura pas plus. Vas-y, Ok. donne-nous le résultat. Ok, mettre fin. Bon, voilà, je mets fin et je partage. Voilà, Riyad, je te donne la main pour commenter. Oui, c'est ce que je regarde. Ah, on maîtrise mieux le commercial que la finance. Très peu. Ah, question pourquoi classifier? On préfère marketing plutôt finance. Oui, 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 oui. C'est plus palpable, hein. C'est plus. Très bien. Écoutez, je vous remercie de vos réponses. Alors, pareil que tout à l'heure, bon, vous allez voir. En fait, Kautar n'a sélectionné que 7 questions, mais en fait, le document en a 13. Ce que j'ai, donc pareil que tout à l'heure, celles que vous n'appliquez pas aujourd'hui, mais je vous promets que toutes ces questions ont leur importance. Donc, pour celles que vous pensez pas faire du tout ou pas régulièrement ou que ça nécessite une meilleure concentration de votre part, une action de votre part, j'invite à répondre non. Et comme tout à l'heure, c'est en fonction, si vous en avez plusieurs, il ne faut pas en prendre plus que 3 par trimestre. Choisir vos priorités. Et les priorités 1 vont se reporter sur le trimestre 3 et les priorités 2 et 3 peut-être sur le trimestre 4. Ce que j'ai oublié de vous mentionner tout à l'heure, c'est que, bien entendu, ces documents, vous n'avez pas le temps ni peut-être prendre en photo, mais c'est pas toujours, on ne peut pas le retravailler. Mais on est disposé à les partager avec vous. Seulement, il ne faut pas oublier qu'à la fin de remplir le feedback form, là, je ne sais plus comment on dit en français, je suis désolé. Bon, vous m'avez compris. Sondage d'évaluation, sondage Voilà, le d'évaluation. sondage de l'évaluation, mettant votre adresse email et si vous nous dites, n'oubliez pas de m'envoyer les documents, on vous les enverra. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Une fois que on a vu, on a commencé par voir les challenges qu'on a eus le semestre de l'année dernière, on a vu quels sont les challenges que je vais devoir affronter pour le semestre prochain. Après, on a fait un exercice sur les finances, on a fait un exercice sur le commercial et que vous avez sélectionné des priorités, des actions que vous avez dites, ça c'est vrai, il faut que je travaille dessus, c'est important, ça fait de nombreux mois, de nombreuses années que je me dis, il faut que j'y travaille. Et là, vous dites, c'est le moment de m'y mettre sérieusement et de mettre en place un plan d'action. Alors, comment on fait, comment on travaille? C'est que, voilà, hop là. C'est que, voilà, il y a un plan. Il y a ici ce que j'ai écrit, exemple de plan trimestriel. Vous voyez ici les semaines sur les 13 semaines du trimestre, 12 ou 13 semaines du trimestre. Par exemple, ici, l'exemple, ça partirait du 8 juin jusqu'au 24 août. Et après, on note quelle est la rubrique, quel est le domaine, quelle est l'étape sur lesquelles je veux travailler. Vous voulez travailler, par exemple, sur la finance, on mettrait ici finance, parce qu'il peut y avoir plusieurs objectifs dans finance. L'exemple que j'ai écrit, établissement du point mort, ou ça s'appelle aussi seuil de rentabilité. Comment je peux calculer mon seuil de rentabilité? Eh bien, il faut que je connaisse mes coûts fixes. Il faut que je connaisse la marge brute que je fais sur les ventes. Et là, j'ai précisé pour la petite histoire, un trimestre hors Covid. Ce n'est qu'un clin d'œil de ma part.
après faire le calcul du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelle marge brute sur les ventes que je fais, quel est l'argent donc la marge brute, en termes numéraires, bien sûr, que je vais pouvoir faire pour pouvoir payer mes coûts fixes, mon loyer, les salaires, etc. D'accord? Je ne sais pas, on peut donner un exemple. Si vous avez comme charge fixe 100 000 dirhams, combien de chiffre d'affaires je dois faire avec quel niveau de marge je dois le faire pour pouvoir retirer 100 000 dirhams et que je sois à zéro. Je ne perds pas ni je gagne de l'argent. D'accord? Le seuil de rentabilité est important pour savoir qu'à partir d'un certain niveau, là, vous commencez vraiment à gagner de l'argent. Et donc, vous allez travailler sur comment améliorer vos marges ou bien augmenter le chiffre d'affaires, etc. Donc, après cela, une fois que vous connaissez votre seuil de rentabilité, vous pouvez établir un tableau de bord de suivi de vos marges. Après, j'invite, donc ça dépend de l'activité de chacune des entreprises, mensuelle, journalier, hebdomadaire. C'est à chaque chef d'entreprise qui connaît son business, c'est de faire un contrôle continu. Ici, j'ai pris un exemple au hasard en mettant chaque mois. Et en fonction du contrôle, bien sûr, si imaginons qu'on est au milieu du trimestre et que vous voyez que vous allez être en dessous, vous allez prendre des actions correctives. D'accord? Donc, tout dépend de où vous êtes, vous allez prendre des actions correctives. Moi, personnellement, comment je l'utilise, ça dépend des couleurs, ça c'est moi qui le fais comme ça. Quand je mets jaune, c'est une action que je dois mener. Par exemple, ces 4 premières actions, je me dis la première semaine, je peux les mener. C'est simple de trouver les coûts fixes, les marges, etc. Après, je mets en vert quand c'est réalisé. Comme ça, je n'oublie pas. Ça y est, c'est réalisé, je le mets en vert. Et des fois, pour des raisons ou une autre, je n'ai pas pu faire l'action. Je la passe au rouge pour pas que j'oublie que je dois la faire la semaine suivante. Voilà, la semaine suivante. J'ai pris comme deuxième exemple aussi la classification des clients. Voilà l'objectif. Définir les critères de classification. Donc, chacun dans son métier va définir, mais généralement, c'est quel chiffre d'affaires. Les A, comme on sait, c'est les 20% qui font 80% du chiffre d'affaires. Mais quelle est sa fréquence d'achat? Est-ce qu'il me paye en temps et en heure? Il respecte les délais de règlement. Donc, il y a plein de critères à mettre pour sélectionner et en fonction, vous les avez classés en ABCD. Donc, il faut définir tout d'abord les critères, classifier les clients et après prendre des plans d'action par classe et suivre les résultats de ces plans d'action. D'accord? Donc, voilà un peu comment, si je reviens, si vous vous souvenez, le déroulement de l'atelier, c'était qu'on fait un regard dans le rétroviseur, qu'on voit ces challenges à venir, qu'on met par chaque étape ou chaque domaine, de mettre ses priorités et de les traduire sur un tableau pour pouvoir faire le suivi. D'accord? Donc, c'était ça. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, peut-être que ça vous a paru un peu court en termes de temps, mais on est allé assez rapide. Mais comme je vous ai dit, l'atelier est sur une journée complète et vous imaginez que pour la maîtrise, vous avez 4 exercices. Pour la partie niche, 4 exercices, etc. À chaque étape, des 6 étapes que je vous ai montrées, vous avez autant d'exercices. Donc ça fait et après aussi, comme j'ai dit au tout début, tout dépend de la maturité de l'entreprise. D'accord? Une entreprise qui a plusieurs années d'existence, peut-être qu'elle va se dire, moi, donc on a des séances de travail pour comprendre les besoins de chacun et adopter l'atelier en fonction de chaque chef d'entreprise ou chaque participant. On peut le faire aussi
on l'a déjà fait. On l'a fait pour une seule et même entreprise avec leurs employés, cet exercice-là aussi. Donc, il y aura les financiers qui vont échanger avec les commerciaux. Il y a différentes manières de le faire. Avant de passer aux questions, donc j'ai bientôt terminé. Juste un petit rappel des 6 étapes. Encore, mon écran me fait des misères. Ah, voilà. Donc, comme on avait parlé, la maîtrise, on avait vu les 4 domaines et on a pris un seul exemple sur la partie finance. Ça va permettre de ramener la stabilité. Ensuite, il faut se concentrer sur la partie marketing et commercial qui va nous permettre d'accélérer et de gagner plus d'argent et de tirer surtout des bénéfices. C'est surtout qu'on a besoin, c'est les bénéfices qui vont nous permettre, donc ce cash qui va nous permettre d'investir dans les systèmes pour pouvoir systématiser 80% de la routine, toutes les opérations routinières de l'entreprise et d'humaniser 20%. Donc, on a besoin d'argent pour pouvoir investir dans ces systèmes. Et à la 4e étape, c'est là où on va construire notre équipe, vraiment la former pour qu'elle puisse être responsable et pouvoir gérer par elle-même le bon déroulement de l'entreprise. Et enfin, accéder à une pseudo-liberté, je dirais, c'est de recruter un général manager qui va continuer à gérer l'entreprise parce que le modèle fonctionne et que vous, en tant que chef d'entreprise, allez plus vers le développement, vers de nouvelles activités ou l'agrandissement de votre entreprise en la dupliquant, en la franchisant, etc. Et voilà, donc je vous remercie et donc n'oubliez pas à la fin, pour moi, les choses de liste à faire, c'est de remplir le feedback form et surtout si vous tenez à recevoir les questionnaires que je vous ai présentés et le tableau Excel. Donc, comme ça, on vous les partage. Et Kautar, je te repasse la main pour la partie questions. Excellent, merci beaucoup Riyad. C'était très succinct, très comment dirais-je, précis. Je sais que l'atelier il est beaucoup plus dense que ce qui a été présenté. De toute façon, nous avons voulu juste donner un avant-goût par rapport à ce que cela peut donner. L'objectif de l'atelier, c'est de présenter des outils simples, pratiques, et de ne pas, envie de dire, perdre de l'énergie par rapport à toutes des théories complexes. C'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre à travers une équipe, quel que soit leur niveau d'études ou leur niveau j'ai envie de dire, de compétences au niveau managérial. Ça, c'est l'approche à l'américaine qui facilite, qui veut vraiment rendre les choses très, très, très malléables. Je vais ouvrir les micros pour les participants pour qu'ils posent des questions. Et en attendant, les personnes qui souhaitent interagir avec nous, en levant la main, comme ça, on va donner un petit peu la parole à chacun. Si vous avez un commentaire, si vous avez des questions, si une définition vous a interpellé ou si un concept vous a interpellé, vous êtes les bienvenus. Je vous encourage, je vous invite à interagir avec nous. Et en attendant, je prends le commentaire de Si Mohamed Beddi. Alors, d'entrée en jeu, il a partagé avec nous quelques informations dès le début. Je vais essayer de les retrouver. Voilà, alors qu'il disait. Parce qu'il disait, les statistiques montrent que 50% des petites et moyennes entreprises ont un plan documenté. Et seulement 10% d'entre elles essayent de l'exécuter. D'après les statistiques, ce sont des statistiques d'un site suisse. Apparemment, ce sont des statistiques suisses. Donc, 50% des entreprises, des petites entreprises en Suisse, ils ont, ils ont mis en place un plan d'action documenté, mais seulement 10 km à exécution. Toujours si Mohamed, il a posé. Et pour le Maroc, il faudrait peut-être, ça sera encore beaucoup moins que ça. Oui.
malheureusement, je n'ai pas trouvé des recherches, des informations par rapport à ça. Peut-être qu'il faut qu'on trouve. Mais Alors, il a aussi une autre je question. vois, il y a une question de M. Badi qui dit pourquoi planifier le développement de son entreprise, pourquoi une planification continue est-elle essentielle? Bah, comme le marché n'est pas statique, le marché bouge, la concurrence bouge. Donc, si vous ne faites pas des planifications continues, des revues trimestrielles, des revues annuelles de ce qui se passe sur le marché, vos concurrents, etc., et planifier en fonction vos nouvelles actions, si vous restez toujours de la même manière que votre premier business plan, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes. Le marché est en constant mouvement et évolution. Donc, il faut s'adapter, il faut prendre des mesures, il faut anticiper, il faut même anticiper. Donc, comment créer un business plan? Je laisse Kautar, tu veux répondre? Comment créer un business plan? Moi, ce que je veux dire, je veux revenir sur la première question par rapport à planifier le développement de l'entreprise. La planification aussi joue un rôle d'un autre côté, c'est en termes de communication. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il a souvent surtout quand il travaille tout seul, bon, quand il crée son entreprise, il a l'habitude de travailler tout seul, ou peut-être avec une équipe très réduite. Et toute l'information, tout le système d'information, il le détient dans sa tête. Déjà, dans un premier temps, par rapport à l'individu, si on n'écrit pas, on ne documente pas, on ne structure pas déjà nos objectifs au niveau individuel. Tous les séminaires que nous avons faits, tous les consultants, les coachs insistent sur ce fait-là d'écrire, de documenter ses objectifs et sa vision. Parce que ça aide, le fait d'écrire, ça aide de structurer et de définir les priorités. Donc, écrire, documenter, c'est à ce moment-là qu'on réfléchit réellement par rapport aux priorités. Donc, c'est déjà là la première importance de mettre en place le plan. Et deuxième point, c'est quand on a une petite équipe qui commence à grandir, il est important d'écrire et de planifier et de partager, de documenter ce programme, ce plan-là, pour le partager avec son équipe. Et de cette façon-là, définir les rôles et toutes les conséquences, je veux dire les conséquences, toutes les activités de gouvernance, de pilotage qui vont suivre, vont découler de cette planification qui va être mise en place. Et quand on parle de planification, il y a toute une dimension de discipline, de management qui en parle, en termes de gouvernance, en termes de stratégie, en termes de pilotage de performance lui-même. Mais si on ne documente pas, si on ne planifie pas, comment on peut à un moment donné mesurer cette performance-là, déjà piloter cette performance-là, comment on peut gouverner le travail de l'équipe. D'où l'importance de cette planification. Comment créer un business plan? Un business plan, honnêtement, je dirais peut-être deux phrases. Certainement sur Internet, vous allez trouver beaucoup d'informations par rapport à ça, mais je dirais deux mots. Il y a le côté, un business plan doit raconter l'histoire de votre activité. Un business plan doit raconter l'histoire de comment vous pensez réaliser les activités qui vont générer une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée pour vous-même, pour l'entreprise et pour vos clients sur le marché. Et bien entendu, cette valeur-là doit être articulée, structurée, justifiée à travers votre business plan. Il y a une partie qui va représenter l'aspect financier. Souvent et par erreur, on a l'impression que le business plan, c'est simplement le tableau financier qu'on va mettre en place. Mais le tableau financier, on peut écrire tout ce qu'on veut. Et surtout au démarrage, parce qu'on va partir d'un certain nombre d'hypothèses. Mais pour rendre crédibles ces hypothèses-là, il est important d'écrire toute l'interconnexion avec les différentes rubriques de votre activité, que ce soit votre vision, votre marché, le besoin de votre client, de vos segments sur le client, de vos produits, comment vous prévoyez les mettre en place. Et en fin de compte, vous devez articuler tous ces éléments-là
à travers une simulation chiffrée par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, j'ai donné qu'une vraiment petite définition très Tu brève. peux voir s'il y a d'autres questions, s'il te plaît. Ouais. Il y a eu un autre commentaire plutôt. Il y a un autre commentaire de la part de Samir. Formation très enrichissante. Comment s'inscrire dans un programme continu avec Action Coach? OK. Donc, merci Samir pour votre question. Alors, Action Coach a bien sûr ce type d'atelier. On fait des ateliers. On a aussi des formations, sur la formation même sur la partie business plan, etc. Mais aussi, notre mission première, c'est l'accompagnement des chefs d'entreprise. Donc, on a ce qu'on appelle du business coaching. Donc, on accompagne des chefs d'entreprise sur un modèle annuel où on les accompagne pendant 1 an à travailler avec eux, de comprendre où ils en sont, où est-ce qu'ils veulent aller, où est-ce qu'ils veulent arriver, et on les accompagne sur les différentes étapes qu'on vous a présentées, les 6 étapes. Bien sûr, à l'aide d'autres outils, pas que seulement celui-là, mais on a des tas d'outils dans chacune des étapes, et on est un réseau de plus de 1700 coachs à travers le monde. On est présent dans plus de 50 pays. Donc, notre solution, notre modèle d'accompagnement existe depuis 93. Le créateur l'a fait en 93. Et on existe en mode franchise depuis 97, donc à travers le monde. Donc, c'est une méthodologie qui a fait ses preuves depuis. Donc, voilà. Donc, soit notre mission première, c'est l'accompagnement individuel du chef d'entreprise et son équipe, ou sinon, on propose aussi des ateliers de travail tels celui-là et d'autres. Vous pouvez toujours visiter notre site web où tout est indiqué. Qatar, tu veux rajouter quelque chose? Excellent, tu étais très explicite, très loquace par rapport à ça. Il y a une question. Juste pour dire aussi, ce que je peux donner comme exemple, c'est que on accompagne, on n'est pas des spécialistes métiers, on est des généralistes. Donc, pour nous, on considère qu'un chef d'entreprise, par exemple, si je prends une clinique, ou si je prends un imprimeur, ou si je prends une école, eh ben, c'est eux, l'éducation, c'est le directeur d'école qui l'a créé, c'est lui le spécialiste du métier. Le clinique, c'est le médecin ou le chirurgien qui a créé cette clinique. L'imprimeur, c'est aussi ce monsieur l'imprimeur. Nous, on vient accompagner, on ne vient pas pour développer le métier parce qu'on n'est pas des consultants, mais on est des coachs, donc on vient l'accompagner autour de tout ce qui est commercial, opération, finance, etc. Donc, on fait un accompagnement à ce niveau-là du chef d'entreprise et de son équipe. Excellent, merci beaucoup Riyad. On a une question d'Idriss Boukadous. Je ne sais pas si Idriss, est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question en direct? Allô, c'est Idriss? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, c'est Riyad. Bonsoir. C'est Kautal. Donc, le problème, ce n'est pas de trouver la niche, mais comment la garder et la protéger. Parce que ce qui arrive souvent, c'est qu'une fois on trouve une niche et on la développe, il y a facilement des autres qui la copient et la dupliquent. Donc, comment faire pour la protéger? Merci. Alors, la protection, c'est… en fait, nous, ce qu'on entend parler de la niche, qu'est-ce qui pousse un client à venir acheter chez vous? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Ce n'est pas une propriété intellectuelle que je peux protéger, d'accord? C'est plus qu'est-ce que je fais, la manière dont je communique, la manière dont je reçois mes clients, la manière dont je sers mes clients. C'est tout ça, ces éléments. Et souvent, la question qu'on pose aux chefs d'entreprise, mais pourquoi les clients viennent acheter chez vous?
Ils ne savent pas. On leur dit, écoutez, posez la question à vos clients. Et eux viendront leur dire, ils vont les aider à développer leur proposition unique de valeur ou de vente. Mais je veux dire, c'est sûr que vous avez créé un modèle de réception ou quoi, les gens vont piquer l'idée. Il faudra toujours être à nouveau inventif et recréer et créatif. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais… Oui, oui, en partie parce que je croyais que la niche, c'est trouver un créneau où on peut se distinguer tout seul. Mais apparemment, la niche, d'après votre point de vue, c'est pourquoi les gens vous privilégient en tant que leur partenaire. Exactement, c'est ça pourquoi… Moi, je peux vous donner un exemple trop rigolo, hein, mais Oui. il est rigolo. J'ai dans mon quartier où j'habite, j'ai peut-être trois magasins un peu qui vendent des cigarettes, l'alimentation générale. Il y en a un seul qui reste jusqu'à 1h du matin. Les autres ferment à 8 ou 9h. Donc, Oui. si vous voulez sa proposition… Et du coup, les gens, même, il est tôt dans la journée, ils vont toujours chez ce gars-là qui reste jusqu'à 1h parce qu'ils savent qu'il est tout le temps ouvert. Même dans la journée, ils vont directement chez lui. Il a beaucoup plus de monde que les deux autres. Et si on pose la question, quelle est sa proposition qui le différencie par rapport aux autres, c'est que c'est ses horaires d'ouverture. Après, ça dépend dans quel métier, dans quelle activité nous sommes. Bon, là, je vous ai trouvé un exemple un peu truc, mais… Par contre, c'est clair, c'est clair, merci. Vous voyez un peu où je veux en venir. Oui. Qu'est-ce qui est différent? Merci. Je voulais rajouter une chose que j'ai oubliée. Bien sûr. On organise aussi dans les programmes, j'ai dit qu'on fait des ateliers d'une journée ou 2 journées, on fait l'accompagnement individuel, mais j'ai oublié de parler de Action Club. On a un programme très, très intéressant pour les entreprises qui ont, allez, disons, entre les 2-3 premières années, où on va, c'est un programme sur 12 semaines, c'est une séance par semaine, où on va traiter à chaque fois un sujet, que ce soit sur la finance, sur les équipes, sur le commercial, le marketing, les opérations, etc. D'accord? Donc, je voulais mentionner ça. Ça s'appelle Action Club. Bien, merci beaucoup. Il y a Ali ibn Yahya qui a levé la main. C'est Ali? Oui, bonsoir, c'est Kautar, bonsoir, c'est Riyad. Moi, je voudrais juste, si vous voulez, quand vous avez parlé de ces étapes, vous avez mis l'équipe en 4e position. Est-ce que vous parlez d'une équipe un peu avec des caractéristiques particulières ou bien est-ce qu'on peut partir déjà au départ avec une équipe? Pourquoi vous parlez en 4e? La 4e étape, ça sera les gens qui vont monter avec vous dans le bus, qui vont rester avec vous, que vous pouvez vraiment construire. Vous savez, dans la vie d'une entreprise, on recrute du monde, etc. Mais une fois qu'on a mis en place les trois étapes, c'est là où vous allez vraiment développer, construire cette équipe qui sera le noyau dur de l'entreprise, qui sauront vraiment quelles sont les responsabilités, les règles du jeu, quel est leur rapport, quel est leur engagement. Et c'est là où vous allez développer toute la partie leadership. Donc, je comprends bien, c'est que l'équipe ne doit pas être une priorité au départ. C'est après les 3 étapes qu'on doit penser à constituer une équipe solide. C'est ça? Oui. OK, merci. Le noyau dur de votre équipe arrivera à la 4e étape. OK, merci. Si vous permettez, je vais ajouter 2 petits mots par rapport à cette question d'équipe. Pour l'approche, c'est que le premier niveau, maîtrise, ce sont les éléments fondamentaux de l'entreprise. Donc, on doit identifier, c'est le chef d'entreprise qui identifie un certain nombre d'éléments. Donc, en termes de vision, en termes d'aspect financier, en termes de productivité, comment il va gérer cette productivité et comment il va gérer les opérations. Deuxième point, c'est deuxième étape, c'est la niche, c'est la trésorerie. C'est vraiment maîtriser une trésorerie prévisionnelle.
c'est c'est que quatrième niveau et troisième niveau, on va mettre en place la structure, on va mettre en place les systèmes. Souvent, sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la première fois, dès le début, on commence à recruter du personnel. Bien entendu, une entreprise doit avoir un minimum de personnel. On ne dirait pas que l'entreprise doit avoir zéro personnel et on va démarrer. Mais il doit y avoir une force je dirais, en place. Mais la chose la plus importante, avant de commencer à recruter massivement, il faut mettre en place les structures et le système. Pour la simple raison, c'est qu'une fois que vous allez mettre l'équipe, chaque personne doit trouver, une fois à l'intérieur, doit trouver sa place. C'est pour ça qu'on a mis en place, le système avant l'équipe. Donc, on met en place le système, c'est quand on prépare les chaises vides, on prépare l'organigramme, on prépare les fonctions, on prépare le job description pour comment ça va fonctionner cette activité-là. Et après, on met en place l'équipe. Donc, si Kautar, si je comprends bien, c'est indépendamment du temps. Donc, il faut d'abord passer par les trois premières étapes avant de penser à l'équipe. C'est ça. Le temps, il est toujours là. Le temps, il est toujours là, sauf que c'est en termes de réflexion. Aujourd'hui, c'est que quand on monte notre activité, il est impératif qu'on montre. Vous êtes l'architecte. Vous êtes l'architecte de votre entreprise. Et en tant qu'architecte, vous devez penser à votre activité, comment il va fonctionner. C'est ça le message qu'on souhaite faire passer à travers ce triangle-là. C'est comme si vous connaissez le pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow, il y a certaines fonctionnalités, certaines, je dirais, fondamentaux qu'on doit mettre en place. Besoins fondamentaux qu'on doit mettre en place. Ça veut dire aujourd'hui, il sera là, on le voit très bien et on le vit dans la réalité. C'est qu'il est inconcevable qu'on va chercher à mettre en place une équipe alors que nous, on n'a pas mis en place on n'a pas maîtrisé notre activité commerciale. Quand je dis activité, ça ne veut dire pas qu'aujourd'hui que je suis en train de rentrer beaucoup d'argent, mais j'ai maîtrisé. Je sais comment je peux gagner de l'argent et je sais comment gérer cette trésorerie-là. C'est une condition, n'est-ce pas, pour avoir une. Moi, Kautar, si tu permets, je peux donner juste un exemple que j'ai vécu pas plus tard qu'hier, mais vraiment pas plus tard qu'hier. La personne, on discutait, le chef d'entreprise, on discutait, et c'est une entreprise qui n'est pas toute jeune, hein, elle a déjà plus de 12 ans d'âge, et sa réponse à un moment donné, quand on discutait équipe et tout, il me dit « Ah, comment j'ai mal recruté au début, etc. » Il m'a fallu vraiment du temps pour comprendre comment mener des entretiens et comment recruter les bonnes personnes qui ont la même vision que moi et qui pourront m'aider à aller plus loin. Et une des problématiques qu'on dit toujours dans les recrutements, dans l'équipe, c'est qu'il faut toujours recruter des gens qui sont meilleurs que soi. Un chef d'entreprise, quand il recrute quelqu'un, il faut qu'il recrute quelqu'un à une position où la personne est meilleure que lui. Mais bon, au début, on n'est pas toujours, on maîtrise pas toujours ça, on le gagne avec l'expérience. Ok, quand il y a d'autres questions? Oui, il y a Ali qui a levé la main et il y a aussi Mohamed Badi. Mais je donne la main à Si Ali. Vous avez un commentaire? Non, ça va. Vous avez répondu à ma question. Merci. Ah, excellent. Marhaba. C'est Mohamed Badi. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir tout le monde. Je pense que je suis le plus jeune des participants. Je voulais juste dire que moi, je pense que la ligne de croissance, il devrait être réfléchie, analysée et mise en place intelligemment et planifiée. Je pense qu'on doit pas laisser le hasard faire les choses. On doit mettre une stratégie intelligente. Merci beaucoup pour ce binaire riche en contenu comme d'habitude. Merci. Marhaba.
Nous l'exercice qu'on voulait montrer ici, par la planification, c'est surtout de ressortir quelles sont les priorités. Où est ma priorité aujourd'hui? On sort du Covid, tout le monde, tous les chefs d'entreprise, ils sont en train de réfléchir à leurs priorités. Quelles sont les priorités? Comment la planifier? Cette priorité pour réussir mes priorités. Je crois que je vois encore une autre question qui est de Samer Hafez. Dans votre site web, vous proposez un diagnostic gratuit. Comment cela fonctionne et comment s'inscrire? Tout simplement, sur le site web, vous pouvez, il y a un genre de formulaire qui se présente et on vous contactera dans les moins de 24 heures. On vous contactera et ça se fait par téléphone. Oui, excellente question. Oui, excellente question. Parce que je vais peut-être réagir par rapport à la question avant, par rapport à la question stratégique. Oui, c'est ça la question qui est très importante. C'est comment mettre en place cet apport stratégique pour les TPE. Et je veux dire, des ateliers comme on vient de montrer maintenant, ça sert effectivement à accompagner les chefs d'entreprise, TPE, PME, à mettre en place cette pratique. Ça veut dire à réfléchir, à voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a fonctionné les trimestres précédents et où le chef d'entreprise veut aller pour les prochaines semaines. Et de telle façon qu'il identifie là où il y avait des opportunités et vraiment les mettre en place. Et le diagnostic, parce que là, certainement, on ne peut pas discuter chacun de vous, parce que là, vos questions, elles sont personnelles. Et de toute façon, nous, à ce stade-là, on vous a présenté qu'une approche générale globale. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on discute avec vous vos propres cas, d'une façon sur, je ne sais pas, une demi-heure ou une heure, vos propres cas. Et de cette façon-là, vous allez apercevoir comment utiliser cette approche-là, ces étapes-là, et on le fait à travers ce diagnostic-là. Alors, concrètement, vous vous inscrivez, on vous envoie un questionnaire, comme les questions qu'on vous a présentées, dont on vous a présenté un échantillon, et après ce questionnaire, on vous envoie un petit rapport, et on s'assoit ensemble pour discuter avec vous votre cas. Et comme ça, vous aurez dès le départ une idée. Qu'est-ce que je peux faire ici? Comment je peux faire? Honnêtement, on le fait pour voir si on peut travailler ensemble et ça ne vous engage absolument rien. Si, bien entendu, vous trouvez que c'est intéressant que vous travaillez avec nous, excellent, ça serait une première porte d'entrée, mais ça ne vous oblige absolument rien. Si vous êtes satisfait par rapport à ce qu'on a fait pendant la première séance, it's fine, c'est bon. Oui, pardon, Riyad. Donc je vous invite, comme pour la partie des documents, que si vous voulez qu'on vous le partage, je vous invite aussi à mentionner dans le commentaire, merci de prendre contact avec moi pour un diagnostic gratuit, et on le fera par Zoom courant ces jours-là qui arrivent. D'accord? Riyad, est-ce que tu peux remontrer ta adresse email là sur les slides? OK. Comme ça, ils peuvent te contacter. Voilà. Attends, je vais le mettre en grand. Donc voilà mon adresse email et mon numéro de téléphone. Excellent. Super. Vous avez aussi, je viens de lancer le sondage. On serait vraiment très heureux si vous pouvez réagir par rapport à ça. Dites ce que vous en pensez, si vous avez apprécié, si vous avez moins apprécié, ce que vous souhaitez changer. Voilà. C'est pas long, il y a 3 petites questions là. 3 questions. C'est pas long à renseigner. Et comme on est vendredi soir et il est bientôt 22 heures, fin de semaine, etc., si et vous êtes pressé ou quoi, mettez juste dans le chat, mettez-moi votre adresse email et je vous contacterai, ou votre téléphone et je vous contacterai. Si c'est plus simple pour vous. Écoutez les amis, je crois qu'on a fait le tour. Riyad, il y a quelque chose à ajouter? Oui, il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le CDD.
Donc, monsieur Je CDD. viens de lui envoyer, c'est Ah, Madame d'accord. Mariam, je viens de lui envoyer le site pour qu'il se renseigne. Le CDD, rapidement, le CDD, c'est un club de dirigeants dont le but, c'est de créer un club de réseautage pour partager des opportunités, pour partager un espace où ils peuvent se partager des séminaires, des formations, des connaissances et autres. D'accord. Vous allez trouver beaucoup plus d'informations sur le site que j'ai communiqué. Excellent. Je crois qu'on a fait le tour, Riyad. Bah, les amis, on Oui, vous remercie. il y a des gens qui sont en train de mettre leur adresse email sur les commentaires. Donc, oui, donc je vous remercie à tous de votre participation. Et je crois qu'on l'a aussi, ils peuvent la revoir sur Facebook. Absolument. Il est sur le site du club des dirigeants. Il est sur Facebook. Voilà. Et Donc, si vous merci avez pour ceux besoin qui de m'ont envoyé des demandes pour le diagnostic. Hein. Je vous remercie beaucoup. Et on vous contactera à partir de début de semaine prochaine. Voilà. Inch'Allah. Non, Et merci beaucoup. Merci pour les personnes qui attendent. Merci pour les personnes qui ont participé, qui ont posé les questions. Je veux dire, c'est à travers vos questions qu'on nous aussi on apprend énormément de choses. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Riyad, merci beaucoup Riyad et à très bientôt, Inch'Allah. Sina, écoute. Kautar, Oui. tu as réussi à noter les adresses parce que Attends, je vais les noter là. Je vais les noter. Tu vas les noter? Oui. Je suis en train de les noter, oui. D'accord. Parce que je fais des copier-coller, ça ne marche pas. Là, ça ne marche pas, oui. Avec Zoom, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Donc, attends que tu les notes ou je les note? On les note les deux, comme ça on n'a pas un backup. Hein? On se rappelle après? Bien sûr, oui. D'accord, je vais les noter et après on se rappelle. Ok, génial. Merci les amis et bon week-end. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que voilà, je vais aussi écrire mon adresse parce que bon, si vous voulez aussi la